Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe PwC est ravie de partager ce webcast consacré à l'actualité juridique 2023. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. On va vous présenter les quelques nouveautés législatives et réglementaires, aussi quelques aspects opérationnels pour vous aider à préparer sereinement vos prochaines assemblées générales annuelles d'approbation des comptes. Et on fera également un point sur les arrêts marquants de l'année 2022-2023. Alors rapidement, peut-être un petit tour de table avant de commencer. Donc Katerina Averchenko, qui est avocate Bonjour. et collaboratrice au bureau de Marseille. Alice Gay-Mirandel, qui est avocate et manager au bureau de Lille. Bonjour. Frédéric Danos, professeur des universités en droit privé et qui est off counsel au bureau de Neuilly. Bonjour. Et moi-même, Marie Sibéras, avocate et associée au bureau de Neuilly, spécialisée en droit des sociétés. N'hésitez pas à poser des questions, il y a un chat. Même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que 45 minutes, ça passe très très vite, mais on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Sinon, on vous répondra après la webcast par email individualisé, pas d'inquiétude. Voilà, je laisse dès à présent la parole à Alice qui va nous présenter les nouveautés pour les AGOA. Merci Marie. Donc cette année, pour l'organisation de vos assemblées générales d'approbation des comptes, je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas beaucoup de nouveautés en ce qui concerne les aspects réglementaires et législatifs. Donc pour entrer dans le vif du sujet, sur le rapport de gestion, nous avons tout d'abord des dispositions qui sont relatives à la taxonomie. Les sociétés qui sont visées par la réglementation européenne taxonomie, donc à savoir les entreprises non financières de plus de 500 salariés qui sont soumises à la directive NFRD, ainsi que les acteurs du marché financier, doivent publier dans leur DPEF des informations qui permettent de mesurer la part de leurs activités économiques qui sont considérées comme durables. Donc en 2021, ces sociétés étaient déjà tenues d'établir un reporting, mais il était simplifié. Cette année, maintenant, les sociétés commerciales et industrielles doivent présenter dans leur DPEF un reporting taxonomique qui est complet de leur activité durable. Les sociétés vont alors publier à ce titre dans leur DPEF, qui fait partie intégrante du rapport de gestion, elles devront publier la part de leur chiffre d'affaires qui provient des produits ou des services associés à des activités durables, la part de leurs dépenses d'investissement et la part de leurs dépenses d'exploitation, pareil, liées à des activités durables. Donc la réglementation européenne, il y a des annexes qui figurent dans cette réglementation pour vous aider à bien remplir vos obligations, ces nouvelles obligations au titre de la réglementation taxonomie. Dans la mesure où la DPEF fait partie du rapport de gestion, les informations qui sont relatives à ce règlement rentrent dans le champ de vérification de votre commissaire aux comptes. Votre commissaire aux comptes va donc s'assurer que les informations présentes dans le DPEF sont bien conformes à cette réglementation et il va également vérifier la cohérence de ces informations, notamment par rapport à la qualification d'une activité dite durable. Sur tous ces sujets de taxonomie qui sont plus ou moins complexes, nous vous invitons à prendre connaissance de notre site internet sur lequel nous avons une page dédiée à ce sujet et pour lequel on a mis un lien sur les slides qui vous seront transmis ultérieurement. Pour les sociétés cotées et non cotées maintenant, et au titre des exercices qui seront ouverts à compter du 1er juillet 2022, les sociétés doivent maintenant inclure dans leur DPEF des informations sur les conséquences de leur activité sur le changement climatique. Donc ces informations doivent comprendre les postes d'émissions de gaz à effet de serre directs et indirects qui sont liés aux activités de transport, amont et aval de l'activité. Ces informations devront être accompagnées d'un plan d'action qui vise à réduire ces émissions, notamment par le recours, par exemple, à des modes ferroviaires et fluviales. Et enfin, toujours pour le DPEF, les sociétés devront également prévoir dans leur DPEF les actions qui visent à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives. Donc là, il s'agissait des nouveautés réglementaires et législatives à prévoir dans votre rapport de gestion cette année au niveau de votre DPEF. Donc, on a aussi un ensemble de mesures qui sont issues du droit souple, des recommandations de l'AMF et du code AFEP-MEDEF. Plusieurs recommandations ont été publiées ces derniers mois
qui vise à assurer davantage l'intégration des enjeux de développement durable dans les décisions des organes de gouvernance des entreprises, que nous vous invitons effectivement à prendre connaissance si vos sociétés sont concernées. On a par exemple la question de la mise en place d'un comité en charge du RSE et de son rôle sur les enjeux climatiques, ou encore la question de la prise en considération des enjeux RSE pour fixer la rémunération des dirigeants des sociétés. Donc ici, effectivement, vous ne pouvez pas reprendre l'ensemble des recommandations. Donc là encore, vous pourrez les trouver facilement sur les sites dédiés. Concernant le rapport de gestion, nous avons encore 2 petits points à évoquer. Il y a celui de la guerre en Ukraine. Donc effectivement, votre rapport de gestion devra comprendre les informations relatives aux conséquences de cette guerre en Ukraine, s'il y en a sur votre société, les conséquences directes et indirectes, que ce soit notamment les conséquences aussi liées à l'inflation, à l'augmentation du prix des matières premières ou encore du coût de l'énergie. Donc ces informations doivent être dans le rapport de gestion au titre de la description de l'activité au cours de l'exercice écoulé ou au titre des principaux risques et ces incertitudes auxquelles votre société est confrontée. Donc ça doit figurer dans vos comptes, dans les annexes aux comptes et dans le corps même du rapport de gestion. Et enfin, un dernier point qui est plutôt une actualité d'ordre jurisprudentiel. Nous avons un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 avril 2022 qui est venu qualifier une convention de compte courant d'associés de convention réglementée. Donc c'est la première fois que la jurisprudence est aussi claire sur le sujet sans faire de distinction, sans distinguer la situation dans laquelle on se trouve. Si on est dans une situation intragroupe ou par exemple une société familiale qui a recours à ce type de financement. Ici, la décision est très générale, la portée n'est pas encore tout à fait connue de cet arrêt. En tout cas, une application stricte de cet arrêt viendrait à soumettre de manière systématique maintenant les conventions de compte courant d'associés à la procédure des conventions réglementées, et ce, alors que l'ANSA ou encore la CNCC avaient une position différente sur le sujet, puisque c'était tempéré en fonction effectivement de la nature de la convention qui était accordée. Donc voilà pour les principales nouveautés en ce qui concerne le contenu du rapport de gestion. Et maintenant, je laisse la parole à Catherine. Merci Alice. Je vais vous présenter maintenant quelques nouveautés qui concernent la préparation et la tenue de l'Assemblée générale, également les formalités de dépôt de compte. Donc, dans le cadre de la préparation de l'Assemblée générale, le premier changement concerne uniquement les sociétés anonymes dont les actions sont cotées sur Euronext Paris. Donc, désormais, ces sociétés doivent informer les intermédiaires financiers de la tenue prévue de l'Assemblée générale, et ce, au plus tard, le jour de l'annonce de cette Assemblée. À notre sens, cette information devrait être transmise le jour de publication de l'avis de réunion au BALO ou sur le site Internet, si cette publication est antérieure à celle du BALO. Donc, la deuxième nouveauté concerne les sociétés cotées ou les sociétés dont les actions ne sont pas toutes nominatives. Pour rappel, lorsque ces sociétés envisagent de tenir une assemblée générale, elles doivent publier un avis de réunion au BALO au moins 35 jours avant la date prévue pour l'assemblée. La question qui s'est posée était de savoir s'il faut tenir compte des demandes d'inscription de points ou de projets de résolution adressés par les actionnaires avant la publication de l'avis de réunion au BALO. Et l'ANSA a considéré qu'aucune disposition n'interdisait à un actionnaire de déposer ses points ou projets de résolution, donc avant la publication de l'avis. Et les sociétés concernées doivent donc tenir compte de ces demandes qui lui sont parvenues avant cette date. Dans le cadre de la tenue de l'Assemblée générale, il conviendra de noter que dans les sociétés cotées, une confirmation de réception du vote électronique doit désormais être transmise à tout actionnaire ayant voté à distance ou à son mandataire. Même en l'absence d'une demande de l'actionnaire, cette confirmation doit être transmise par voie électronique immédiatement après l'émission du vote. Nous vous rappelons enfin que par ailleurs, le dispositif mis en place pour permettre de faciliter l'organisation et la tenue des conseils et des assemblées générales dans le cadre de l'épidémie Covid-19 n'a pas été prorogé. Donc, en conséquence, nous vous rappelons que pour les sociétés anonymes, le conseil d'administration qui arrête les comptes doit obligatoirement se tenir en présentiel. L'assemblée générale, par contre, peut se tenir par visioconférence sous réserve que les statuts le prévoient. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée physique des actionnaires s'impose et l'approbation des comptes annuels via visioconférence est impossible. Enfin, pour les SAS, tout dépendra de la rédaction de vos statuts qui peuvent autoriser éventuellement de tenir une assemblée générale de façon dématérialisée. Une fois que vos décisions d'approbation de comptes sont prises, il conviendra de les formaliser par les procès-verbaux.
À cet égard, nous vous rappelons également qu'il est tout à fait possible de prévoir dans les statuts de votre société la signature électronique du procès-verbal au moyen d'une signature électronique avancée. Toutefois, pour la SAS, une signature dite simple, aujourd'hui, est possible si cette faculté est prévue dans les statuts, encore une fois. Le greffe et l'administration fiscale acceptent les actes signés de manière dématérialisée et non simplement scannés, ce qui facilite les formalités. Enfin, pour aller au bout du processus de dématérialisation, vous pouvez tenir vos registres sous format électronique. Aujourd'hui, il y a de nombreux prestataires qui se sont développés sur le marché et vous offrent plusieurs solutions à cet effet. Il faut bien entendu vérifier au préalable que vos statuts, tels que rédigés à ce jour, vous le permettent et le cas échéant, les adapter. Enfin, la procédure de reconstitution des capitaux propres a été légèrement modifiée avec la loi du 9 mars 2023 qui est entrée en vigueur le 11 mars dernier. Pour rappel, cette procédure vise les SARL, les SA, les SAS et les sociétés commandites par action. Donc, rien ne change s'agissant de mesures à prendre à la suite de la constatation de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. On le sait, les associés de ces sociétés doivent décider dans les 4 mois qui suivent la décision constatant cette situation s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ou pas. La société donc, a ensuite un délai de 2 exercices minimum pour reconstituer ses capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social. En revanche, 2 changements ont été apportés lorsque la société n'a pas régularisé dans ce délai. Le premier changement s'applique à toutes les sociétés visées, tandis que le second ne s'applique que aux sociétés dépassant certains seuils. Donc, le premier changement, pour toutes les sociétés visées, nous offre désormais une option. Donc, il est possible de régulariser la situation soit en procédant à la reconstitution des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou à la réduction du capital jusqu'à ce que les capitaux propres atteignent donc la moitié de son montant. Il n'est plus imposé aux sociétés d'apurer la totalité des pertes par voie de réduction du capital. Le second changement ne s'appliquera qu'aux sociétés dépassant certains seuils qui seront déterminés par un décret au Conseil d'État qui n'a pas encore été publié. Donc, les sociétés concernées vont bénéficier d'un délai supplémentaire de 2 exercices, soit 4 exercices en tout, pour régulariser leur situation. Cette régularisation pourra se limiter à une réduction de capital social portant ce dernier à une valeur inférieure ou égale au seuil applicable. Concernant les formalités de dépôt de compte, donc depuis le 1er janvier 2023, les comptes annuels doivent obligatoirement être déposés sur le guichet unique. Comme on le sait tous, compte tenu de plusieurs dysfonctionnements provenant du guichet unique, il a été autorisé de procéder au dépôt de compte annuel par courrier auprès du greffe. Nous attirons votre attention sur le fait que ces dispositions sont applicables jusqu'à 30 juin 2023. Nous ne savons pas encore s'ils seront prorogés et conviendra de suivre donc l'actualité à ce sujet. Enfin, concernant les déclarations de bénéficiaires effectifs que vous pouvez mettre à jour à l'occasion de dépôt de compte, il est à noter que les futures modalités d'accès donc, au registre des bénéficiaires effectifs peuvent être modifiées à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022 qui a invalidé l'accès des données de ce registre au grand public. Donc, pour le moment, l'ouverture au grand public est maintenue dans l'attente de tirer toutes les conséquences de l'arrêt précité. Et je passe maintenant la parole à Frédéric qui vous parlera de la directive CRD. Bonjour. En effet, le 14 décembre 2022 a été adoptée une nouvelle directive, la directive CSRD, qui va modifier substantiellement les obligations d'information dites extra-financières et qui s'appelleront dorénavant les informations de durabilité. Cette directive CSRD, qui doit être transposée au cours de l'année 2023 par ordonnance, va remplacer l'actuelle déclaration de performance extra-financière. Alors, cette directive étend le champ des obligations d'information dites de durabilité pour les entreprises concernées, tout d'abord, et ensuite quant à l'étendue de l'information de durabilité qui devra être fournie par les entreprises. Alors, concernant le champ d'application des entreprises, ce nouveau texte s'appliquera à toutes les sociétés cotées, et notamment les PME cotées, ainsi qu'aux grandes entreprises non cotées, c'est-à-dire celles qui satisfont au moins des 3 critères suivants, c'est-à-dire 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de total de bilan.
Alors, des exemptions seront prévues, notamment pour les filiales, lorsque la société mère remplit les obligations d'information de durabilité pour le groupe, et est aussi prévue une application progressive de cette directive qui s'appliquera en 2025 pour les comptes 2024, pour les grandes entreprises cotées, et ensuite une application pour les autres sociétés au fur et à mesure des exercices suivants. Donc, le texte ne va pas s'appliquer immédiatement, mais il y aura quand même une anticipation à prévoir, car l'étendue des informations à fournir devient quand même assez important. Concernant le contenu de l'information de durabilité, il s'articule autour de 3 axes principaux: les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux et les droits de l'homme, ainsi que les facteurs de gouvernance. Dans ce cadre, les entreprises devront présenter leur modèle et leur stratégie économique, leurs politiques et objectifs en matière de durabilité, le rôle de leurs organes d'administration, leurs compétences et leur expertise en matière de durabilité. Toutes ces informations devront être fournies dans une section dédiée du rapport de gestion et qui devra être disponible en format électronique. À noter que pour aider les entreprises à fournir ces informations en matière de durabilité, il y a des normes qui ont été préparées par la Commission européenne, qui a délégué la rédaction de ces normes à l'EFRAG, et qui a prévu 12 thématiques de normes de durabilité qui permettront de standardiser l'information qui devra être donnée par les entreprises au sein du rapport de gestion, et qui les aideront donc à fournir des informations types en matière de durabilité. Et ces informations seront contrôlées a priori par les commissaires aux comptes, ou peut-être on maintiendra cette notion d'organisme tiers indépendant, mais ce sera le plus souvent les commissaires aux comptes qui devront opérer un contrôle formel. Ils ne vont pas vérifier la véracité ou l'effectivité des informations fournies, mais un contrôle formel des informations en matière de durabilité. Donc, il faudra donc vraiment anticiper ces informations, le contenu de la section qui doit être fourni dans le rapport de gestion. Voilà pour une présentation rapide de la directive de CSRD, et on va passer maintenant à l'actualité jurisprudentielle écoulée au cours de l'année 2022-2023. Alors, concernant le premier arrêt qu'on a considéré comme marquant, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 12 octobre 2022 concernant l'articulation entre les statuts et les pactes extrastatutaires. Et en effet, la Cour de cassation, en matière de direction de SAS, a jugé que si les actes extrastatutaires, donc les pactes, peuvent compléter les statuts, ils ne peuvent y déroger. Et donc cet arrêt semble consacrer une primauté des statuts en matière de direction de SAS et une impérativité formelle des statuts, toujours en matière de direction de SAS. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation devait statuer sur une contradiction qui existait entre les statuts concernant la révocation d'un dirigeant et un accord particulier qui prévoyait l'octroi d'une rémunération à ce dirigeant, alors que les statuts prévoyaient une révocation ad notum sans indemnité. Et le juge a fait prévaloir la stipulation statutaire sur l'accord extrastatutaire. Et donc, cet arrêt semble consacrer ou créer un domaine réservé au statut concernant la détermination des conditions dans lesquelles la société est dirigée, qu'il s'agisse de la désignation de l'organe de direction, des modalités de nomination ou de révocation des membres des organes d'administration ou de direction, mais aussi l'étendue des pouvoirs conférés à ces organes d'administration et les modalités de rémunération des membres des organes de direction de la SAS. Alors, cette primauté des statuts et cette impérativité formelle concernant les modalités d'organisation et de direction de SAS va dans le prolongement d'un ancien arrêt de la Chambre commerciale du 25 janvier 2017 qui avait jugé que seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ce qui semble mettre en retrait toute clause qui serait intégrée dans un pacte d'associés. Alors, quelle portée donner à cet arrêt ? Il est certain aujourd'hui qu'en matière de direction de SAS, on ne peut pas avoir de stipulation d'impact qui vient contredire les statuts, mais ce qui n'interdit pas toute articulation entre les statuts et les pactes. En effet, et c'est prévu d'ailleurs par l'arrêt de la Cour de cassation dans
l'arrêt du 12 octobre 2022, les pactes ou les conventions extrastatutaires peuvent venir compléter les statuts. C'est-à-dire que si le pacte ne contredit pas directement les statuts ou vient préciser, détailler une règle énoncée dans les statuts, normalement, cet ajout est valable. Autre possibilité, sur certaines modalités de direction de la SAS, les statuts peuvent être muets et on peut préciser la règle ou énoncer la règle dans un pacte extrastatutaire, et à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction et on pourrait venir considérer que le pacte vient compléter les statuts qui peuvent être mués sur certaines règles relatives au fonctionnement des organes de direction ou d'administration de la SAS. Si on veut sécuriser encore plus l'articulation entre statut et pacte, on peut prévoir dans les statuts, concernant le détail de certaines règles, un renvoi express des statuts à un pacte d'associés qui viendra compléter, préciser les règles énoncées concernant la direction des SAS. Et d'ailleurs, dans cette hypothèse, concernant la rémunération des dirigeants, il y a une pratique des conventions de prestations de management. Il sera préférable, si on veut qu'une partie, tout ou partie de la rémunération des dirigeants soit prévue par une convention de prestation de management, faire un renvoi formel des statuts au pacte ou à une convention extrastatutaire, c'est-à-dire la convention de prestation de management, pour éviter tout grief de nullité. En effet, aujourd'hui, vous aviez un arrêt 2015 qui était assez favorable et qui avait décidé que lorsque les statuts sont muets, on peut prévoir une rémunération des dirigeants par le biais de conventions de prestation de management. Avec l'arrêt de 2017 et l'arrêt de 2022, il sera peut-être préférable de prévoir que tout ou partie de la rémunération peut être octroyée aux dirigeants, donc membres d'un organe de direction de la SAS, par le biais d'une convention de prestation de management. Et ce renvoi express sécurisera le mécanisme en matière de rémunération des dirigeants de SAS par convention de prestation de management. À noter que cette jurisprudence vient un peu quand même en contradiction avec des jurisprudences précédentes rendues en matière de SARL qui prévoyaient qu'on pouvait déroger au statut dès lors que tous les associés y avaient consenti, ce qui ne semble plus possible, en tout cas en matière de direction de la SAS, et donc avec un régime beaucoup plus rigide en matière de direction des SAS. Alors, cet arrêt de 2022 qui renforce le pouvoir des statuts de SAS doit être concilié avec un nouvel arrêt qui a été rendu récemment, un arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2023, qui prévoit que désormais peuvent être annulées les décisions prises en violation des statuts d'une SAS et qui déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement. En effet, c'est un revirement de jurisprudence en matière de SAS concernant les stipulations qui visent la manière dont les décisions doivent être prises par les associés. La violation d'une stipulation statutaire pourra entraîner la nullité de la décision dès lors que cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Et donc, on s'aperçoit qu'en matière de SAS, où la loi délègue un grand nombre de stipulations ou de règles au statut de SAS, eh bien, il y a un véritable renforcement du pouvoir des statuts, c'est-à-dire qu'ici, dorénavant, la violation de stipulations de statut de SAS concernant l'adoption des décisions collectives pourra être sanctionnée par la nullité par application de l'article L227-9 alinéa 4 du Code de commerce, dont le champ est assez étendu. Donc voilà pour ces deux arrêts, Chambre commerciale 12 octobre 2022 et 15 mars 2023. Et pour la suite de la jurisprudence, je vais passer la parole à Alice. Merci Frédéric. Donc moi, maintenant, je vais évoquer la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2022 qui est relative aux clauses d'exclusion d'un associé d'une SAS. Pour remettre un peu le contexte en place, on rappelle que les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé peut être exclu et donc c'est tenu de céder ses actions dans les conditions qui sont prévues au statut. Avant la loi du 19 juillet 2019, cette clause, qui est prévue dans les statuts, ne pouvait être insérée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. Aujourd'hui, depuis cette loi de 2019, ce n'est plus le cas, puisqu'elle peut être modifiée ou insérée à une majorité des voix différentes, par exemple juste la majorité des voix et non plus l'unanimité. Cette modification à l'époque n'avait pas reçu l'adhésion de tous et certains auteurs venaient considérer que l'unanimité restait requise si la modification envisagée ou l'insertion devait entraîner une augmentation des engagements des associés.
Donc, c'est au sujet de la validité de ces dispositions nouvellement modifiées que le Conseil constitutionnel a été saisi de plusieurs QPC. Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisqu'elles venaient priver l'associé de son droit de propriété, et dans tous les cas, c'était une atteinte manifeste et disproportionnée à ce droit de propriété. Donc, pour le Conseil constitutionnel, lorsque l'associé n'a pas consenti à la clause, il n'y a pas privation du droit de propriété, mais une atteinte à son droit de propriété. Et donc, effectivement, le droit de propriété est protégé par la Constitution, mais il est possible qu'il subisse certaines atteintes si ces atteintes visent à répondre à un but d'intérêt général et si ces atteintes sont proportionnées par rapport à l'objectif de cet intérêt général à atteindre. Donc, à ce sujet, le Conseil constitutionnel précise que ces dispositions poursuivent bien un objectif d'intérêt général parce qu'elles garantissent la cohésion de l'actionnariat de la société. Elles garantissent la poursuite de son activité puisqu'elles ont pour objectif d'empêcher des situations de blocage. Donc ici, on voit que l'intérêt social converge avec la notion d'intérêt général. S'agissant maintenant de la juste proportion de l'atteinte qui est ainsi portée au droit de propriété au nom de cet intérêt général, le Conseil constitutionnel va faire une petite liste pour préciser que justement cette atteinte, elle est bien proportionnelle parce qu'un certain nombre de conditions sont respectées. Donc l'une de ces conditions, la première, c'est que l'exclusion de l'associé, lorsqu'elle a lieu, elle n'est possible que parce qu'on a suivi une procédure qui a été décrite dans les statuts. Donc ça, c'est vraiment une décision, la décision du Conseil constitutionnel reprend une jurisprudence constante sur le sujet, puisqu'on sait que les statuts doivent prévoir clairement dans la clause en question les modalités d'information de l'associé qui est concerné par l'exclusion, et ainsi et on doit aussi exposer les conditions dans lesquelles celui-ci peut s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, le Conseil constitutionnel rappelle que la décision ne doit pas être abusive, que le motif d'exclusion doit être conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et surtout que ce motif d'exclusion doit être stipulé expressément dans les statuts. Donc ici, ce point, c'est vraiment un point nouveau, puisque jusqu'à présent, la jurisprudence n'était pas aussi claire sur ce sujet, et on avait même des jurisprudences qui allaient plutôt dans le sens contraire et qui estimaient qu'on pouvait exclure un associé, quand bien même les motifs ne seraient pas exposés dans les statuts. Donc ici, le Conseil constitutionnel fixe cette condition supplémentaire. Les motifs d'exclusion doivent être prévus dans les statuts pour que cette exclusion soit jugée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle également que l'exclusion de l'associé donne lieu au rachat de ses actions, donc il y a une forme d'indemnisation. Les conditions de rachat de ces actions sont là encore fixées dans les statuts et le recours à un expert est également possible. Et enfin, le dernier point cité par le Conseil constitutionnel est le fait que la décision d'exclusion peut dans tous les cas être contestée par l'associé devant le juge auquel il revient alors de vérifier la réalité et la gravité des motifs qui ont été retenus pour exclure l'associé. De même, l'associé peut aussi contester le prix de la cession de ses actions. Donc pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions d'exclusion d'un associé d'une SAS sont conformes à la Constitution. Donc en pratique, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il faut que vous mettiez à jour vos statuts par rapport à ces décisions qui viennent d'être rendues pour vous assurer que justement vous répondez à l'ensemble des conditions et que les motifs d'exclusion y sont cités. Vous pouvez également en profiter pour mettre à jour vos statuts parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de statuts qui passent par chez nous dans lesquels on constate qu'il y a encore cette clause qui est réputée non écrite, cette clause qui vient dire que l'associé dont l'exclusion est envisagée est interdit de participer au vote sur la décision justement de sa propre exclusion. Donc on ne peut pas exclure dans une SAS un associé de son droit de participer aux décisions et de son droit de voter. Et donc si vos statuts sont rédigés comme ça aujourd'hui, cette clause d'exclusion n'est pas valable, elle est réputée non écrite. Et si vous prenez une décision d'exclusion d'un associé en application d'une clause des statuts qui n'est pas réputée écrite, l'exclusion en tant que telle peut être contestée et être frappée de nullité, et ce, quand bien même vous auriez quand même fait participer le dit associé au vote. À partir du moment où votre clause est réputée non écrite, la nullité du processus d'exclusion est encourue. Donc là encore, nous vous recommandons de mettre à jour vos statuts au regard de cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà pour cet arrêt.
Je vais vous présenter maintenant un revirement important de jurisprudence opéré par la première chambre civile le 25 janvier 2023 concernant la durée du pacte d'associés. Donc, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu au visa de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103, et l'article 1838, qui prévoit que la durée de la société ne peut excéder 99 ans, et a posé en règle que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. Donc, le sens de la décision ainsi rendue paraît clair. La première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que la chambre commerciale, qui a également déjà délibéré sur la question, considèrent désormais d'une seule voix qu'un pacte d'associés dont la durée est alignée sur la durée de vie de la société, quand bien même elle serait fixée à un maximum de 99 ans, renouvelable, n'est pas un engagement perpétuel prohibé. De sorte que cet engagement n'a pas à être assimilé à un contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement par quelconque des parties. Donc, le pacte apparaît tel qu'un contrat à durée déterminée, régi par l'article 1212 du Code civil, qui prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Il reste cependant à préciser plusieurs points que l'arrêt n'éclaire pas nettement. Qu'en est-il du renouvellement du pacte? Pourrait-on considérer que le renouvellement de la société, dans notre exemple au terme des 99 ans, emporte automatiquement et sans que les parties puissent s'y opposer renouvellement du pacte d'associés? En pratique, la société voit le plus souvent sa durée prorogée à une majorité des associés, alors que le mécanisme de renouvellement des contrats requiert l'accord de tous les co-contractants, conformément à l'article 1212 alinéa 2 du Code civil. En l'espèce, le pacte offrait une telle possibilité. Or, la Cour de cassation ne nous éclaire pas davantage sur l'hypothèse dans laquelle la prorogation de la société vaudrait prorogation du pacte. Certes, l'esprit même de l'arrêt est de considérer que le pacte pourrait emprunter à la société sa durée. Toutefois, la majorité des auteurs considèrent que la société obéit à son propre régime spécifique de renouvellement qu'on nomme prorogation, régi par l'article 1844-6 du Code civil, et ce qui n'est pas le cas du pacte d'associés qui reste purement et simplement soumis au régime de l'article 1212 précité. Qu'est-ce qui se passe en cas de prorogation de la société? Imaginons que des associés envisagent de conclure un pacte d'associés alors que la durée de la société reste à encourir n'est plus que de 5 ans. Les associés pourraient en principe conclure un pacte pour une durée de 99 ans renouvelable alors que la durée ne viendrait pas coïncider exactement avec celle prévue pour la société. Pour aller au bout de la logique, rien ne nous semble interdire, à notre sens, de prévoir dans un pacte une durée inférieure à 99 ans, 10, 20, 30, 45, 65 ans. Toute durée inférieure au plafond des 99 ans nous semblerait envisageable. Enfin, à notre sens, cette solution valide également les clauses qui précisent que le pacte recevra application tant que les associés et les signataires ou les parties conservent leur qualité d'associés, qui correspond donc au maximum à la durée de vie de la société. Donc, l'intérêt de cette décision est patent dans les entreprises familiales ou à fort tissu personnel, où la permanence des engagements accroît la maîtrise et le verrouillage du capital social, ainsi que la transmission du patrimoine. Nous allons vous présenter maintenant donc la décision du 23 septembre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris, qui a suscité l'intérêt de plusieurs praticiens. Cette décision concerne la pratique de distribution exceptionnelle de réserve et d'une partie du report à un nouveau bénéficiaire décidée en dehors de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Le tribunal de commerce de Paris a décidé qu'une distribution, quel que soit le poste d'imputation, bénéfice, report à nouveau ou réserve disponible, ne peut être réalisée que lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes. À défaut, donc selon le tribunal de commerce de Paris, la distribution même prélevée sur les réserves disponibles constitue un dividende fictif. Et je laisse maintenant la parole à Frédéric qui vous présentera l'analyse de cette décision. Merci Katharina. En effet, cette décision du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 a créé un certain émoi, il faut le reconnaître, puisque c'était développé et
se pratique assez régulièrement des distributions exceptionnelles prélevées sur des réserves, voire sur le report à nouveau créditeur en cours d'exercice et donc en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Et le fondement avancé par le tribunal de commerce de Paris, c'est de dire que finalement, quel que soit le poste d'imputation, il faut respecter les dispositions de l'article L232-12 du Code de commerce qui prévoit que, eh bien, il ne peut y avoir de distribution qu'une fois les comptes approuvés et constatés des sommes distribuables. Et pour le tribunal de commerce de Paris, eh bien, ça ne peut avoir lieu que lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Ce qui vient en contradiction avec une pratique qui était réalisée. Et cette pratique, d'ailleurs, était approuvée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui en 1980 avait considéré qu'on pouvait procéder à des distributions exceptionnelles en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, et de l'ANSA, qui aussi s'était prononcé en 2003 avec un peu plus de mesures, mais sur le principe, considérait qu'on pouvait eh bien, procéder à des distributions exceptionnelles en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle ou alors en dehors de la procédure de l'acompte sur dividende. Alors, quel est le fondement de cette liberté? C'était de dire que finalement, il n'y a pas de disposition express qui interdirait une distribution exceptionnelle qui serait prélevée sur les réserves, voire sur le RAN, le report à nouveau bénéficiaire, même si c'est un peu plus discuté. Et donc, cette absence de disposition contraire justifiait la possibilité de procéder à des distributions exceptionnelles en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Alors, pour le tribunal de commerce de Paris, il y aurait une disposition contraire, c'est l'article L232-12 du Code de commerce. Mais on peut considérer que l'article L232-12 du Code de commerce ne prévoit pas une interdiction expresse. En effet, la seule condition que pose l'article L232-12 du Code de commerce, c'est que pour procéder à une distribution de dividendes, il faut avoir approuvé les comptes et constater l'existence de sommes distribuables. Mais finalement, une fois que l'Assemblée générale ordinaire annuelle s'est prononcée, c'est-à-dire qu'elle a approuvé les comptes et constaté l'existence de sommes distribuables, eh bien, on peut considérer qu'une Assemblée générale ultérieure peut procéder à une distribution de bénéfices, distribution exceptionnelle, sur les sommes qui ont été affectées, soit en report à nouveau, soit en réserve. On est dans la situation où il y a bien eu approbation des comptes, constatation de sommes distribuables, et rien ne devrait interdire à ce qu'une Assemblée générale ultérieure eh bien, puisse procéder à une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés eh bien, sur les sommes affectées dans les comptes, en RAN et en réserve, qui constituent eh bien, des sommes distribuables dont l'existence aura été constatée précédemment par l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Donc, on donne une rigidité à l'article L232-12 qui semble, pour le tribunal de commerce, qui semble considérer que eh bien, cette constatation de sommes distribuables et donc la distribution qu'en résulte ne peut être faite qu'au cours de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. À mon avis, et c'est la position de plusieurs personnes, une fois qu'on a approuvé les comptes, une fois qu'on a constaté l'existence de sommes distribuables, avec l'affectation des sommes en RAN ou en réserve, eh bien, une assemblée générale quelconque devrait pouvoir procéder à la distribution de ces sommes. Alors, le jugement a été frappé d'appel, donc c'est quand même pas une jurisprudence qui est inscrite dans le marbre, mais effectivement, il faut faire attention pendant cette période intermédiaire, prendre des précautions si on veut procéder à des distributions exceptionnelles en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Alors, on pourrait prévoir pour au moins sécuriser les distributions exceptionnelles jusqu'à ce que la Cour d'appel, voire la Cour de cassation se prononce, eh bien que lorsqu'on fait une distribution exceptionnelle, eh bien on puisse faire précéder cette distribution, donc en dehors de l'AG ordinaire annuel qui statue sur les comptes, de faire précéder cette distribution par un arrêté comptable intermédiaire qui atteste des capacités distributives de la société. Ce n'est pas une obligation, mais ça permettrait de sécuriser eh bien, cette distribution et écarter le grief de dividendes fictifs. Alors, il faudra attendre donc maintenant l'arrêt d'appel concernant ce jugement qui semble quand même faire une interprétation très large de l'article 232-12 du Code de commerce. Dernier arrêt dont on veut parler, et qui a aussi marqué l'année 2022,
eh bien, il semble il semble pas, il est certain que l'usufruitier de droits sociaux d'action donc n'est pas associé. Donc, c'est un débat qui durait depuis longtemps de savoir si l'usufruitier d'action ou de part sociale devait être considéré comme un associé. Alors, la Cour de cassation, dans un arrêt de la 3e chambre civile du 16 février 2022, mais qui avait d'abord sollicité un avis de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 1er décembre 2021, ces deux chambres de la Cour de cassation ont considéré que l'usufruitier d'action de part sociale ne doit pas être considéré comme associé. La solution, qui est, à mon avis, parfaitement fondée, se justifie à partir des dispositions de l'article 578 du Code civil, où il apparaît que l'usufruitier n'a qu'un droit de jouissance sur les actions ou les parts sociales. Or, la qualité d'associé est attachée à celle de propriétaire des actions ou des parts sociales. En effet, le propriétaire des actions ou des parts sociales est l'apporteur ou le successeur de l'apporteur, et seul l'apporteur a la qualité d'associé. D'ailleurs, c'est lui qui est partie au contrat de société. Celui qui n'a qu'un droit de jouissance sur les droits sociaux, actions ou parts sociales, n'ayant pas la qualité de propriétaire, ne peut pas être considéré comme associé. Ce qui ne veut pas dire que l'usufruitier est dépourvu de toute prérogative. En effet, la Cour de cassation a considéré que bien qu'il ne soit pas associé, eh bien, l'usufruitier peut exercer les prérogatives dont dispose un associé dès lors qu'elles ont une incidence directe sur son droit de jouissance. Donc là, il y a une petite incertitude quant aux prérogatives qui sont dévolues à l'usufruitier, mais dès lors que sera respecté ce critère, donc toute prérogative qui est susceptible d'avoir une incidence sur le droit de jouissance de l'usufruitier, sur les droits sociaux, eh bien ces prérogatives seront octroyées à l'usufruitier. Le droit de participer aux décisions collectives, qui est d'ailleurs reconnu à l'usufruitier par la loi, mais aussi, peut-être, de pouvoir poser des questions écrites aux dirigeants, de demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour, dès lors que ça a une incidence sur la bonne marche des affaires sociales et donc sur le dividende que pourrait percevoir l'usufruitier. Idem pour la nomination d'un administrateur provisoire, une expertise de gestion dans les SARL et dans les SA qui peuvent avoir un impact sur la bonne marche des affaires sociales et donc sur le dividende à verser. Et on pourrait considérer aussi que l'usufruitier peut exercer l'action sociale ut singuli dès lors qu'il s'agit de reconstituer l'actif ou le patrimoine social, puisque cette reconstitution peut aussi avoir un impact sur le dividende qui pourra être versé à l'usufruitier. Donc, décision importante, l'usufruitier n'est pas un associé, mais il dispose de prérogatives importantes afin que celui-ci puisse exercer convenablement son droit de jouissance sur les actions et les parts sociales, c'est-à-dire tendu principalement vers la perception des dividendes que seul l'usufruitier peut percevoir. Voilà, je m'arrête ici et je repasse la parole à Marie. Merci beaucoup. Merci Frédéric et merci beaucoup à tous les intervenants. Je pense que c'était une très bonne présentation, très utile. Il me reste peu de temps, mais on voulait quand même en profiter. On voulait profiter de ce moment pour vous faire savoir que PwC avait développé une assistance automatisée pour tout ce qui concerne la corporate compliance, donc tout ce qui concerne le suivi juridique annuel des sociétés. Peut-être pour préciser ici, je vise les approbations des comptes, mais aussi le suivi quotidien des sociétés, comme le changement des dirigeants ou le transfert de siège social, voire des opérations plus complexes, comme des recapitalisations, toutes les opérations haut de bilan ou même des réorganisations, donc les fusions, les apports, les TUP, etc. Et comme vous le savez, bon, ça ne fait pas de doute, PwC assiste ses clients donc en rédigeant la documentation juridique et puis en réalisant les formalités au greffe du tribunal de commerce, en plus de s'assurer du respect du timing et puis de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser à l'occasion de ces opérations corporate. Et pendant plus de 2 ans, PwC a mené une transformation de la production de la documentation juridique via un processus digital et un partenariat avec une Legal Tech qui s'appelle Legal Pilot. Donc, via un outil technologique, on va maintenant pouvoir récupérer les données, les informations sur la société, on va les importer directement, tout ce qui concerne les informations historiques, comme le nom de la société, le capital, l'adresse. Donc, adieu les erreurs de copier-coller, fini les coquilles. Et on peut même extraire les données comptables pour les approbations des comptes via les fichiers EDI.
Et c'est notre outil qui va générer automatiquement l'ensemble de la documentation en français, aussi en anglais pour certains clients que ça intéresse. Et enfin, on va assister nos clients à finaliser toute la documentation et adresser le tout pour signature via un process DocuSign, pour ensuite déposer en dématérialisé les formalités au greffe du tribunal de commerce. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre assistance. Et sur la slide d'après, on voit qu'externaliser les appros de compte et le suivi chez nous, c'est 4 grands avantages. Évidemment, 1, c'est libérer du temps pour les équipes en interne. Ça veut dire désengorger votre service juridique qui va pouvoir se concentrer sur des missions qui sont à plus forte valeur ajoutée. 2, c'est diviser le coût pour les clients, puisqu'on va pouvoir proposer des tarifs attractifs à un effet discount en cas de grosse volumétrie qui est externalisée auprès de chez nous. 3, bien sûr, c'est la maîtrise des risques, puisque nous sommes des avocats, des experts, et on a un outil technologique rodé. Donc, l'ambition, c'est vraiment d'éliminer les erreurs et puis d'assister les clients sur tous les aspects compliance. Et 4, c'est sécuriser et archiver les documentations juridiques. Voilà. Bon, bref, on est à votre entière disposition pour vous présenter l'outil, pour vous proposer aussi des budgets qui sont personnalisés dans le cadre de notre assistance de suivi juridique annuel. Voilà, j'ai dépassé d'1 minute, j'en suis désolée, c'est l'heure de clôturer ce webcast. Merci à tous pour votre écoute. À la fin du call, merci aussi de bien vouloir rester connectés pour participer au questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé de ce webcast. Et puis, nous revenons vers vous avec les questions puisqu'on n'a pas le temps d'y répondre. Mais vraiment, nous prendrons le temps de répondre de façon individualisée à vos questions. Voilà, après ce webcast. Merci beaucoup. Au revoir.